Alors, ce qu'on peut dire, je vais essayer de synthétiser au maximum sur la couverture du fait religieux, et donc essentiellement du fait musulman en France. On peut dire, déplorer que ça dénote très souvent, d'ailleurs quel que soit le sujet religieux dont il peut être question, que ce soit le judaïsme, l'hindouisme, l'islam ou le christianisme, peut déplorer le fait qu'il y ait pas dans les médias comme il y en avait avant, des spécialistes du fait religieux qui sont donc versés dans l'histoire des religions et qui ont une culture générale sur les religions. On peut le déplorer, mais s'agissant de la couverture des choses, de faits ayant trait à l'islam, ce qui est symptomatique, c'est que le discours médiatique ou les médias, à leur corps défendant et sans qu'il faille y voir malice, sauf peut-être dans certains journaux qui ont un aveuglement partisan a priori, par exemple à l'heure actuelle pour ne pas le citer, eh bien l'islam est présenté comme un fait un peu incongru en France. Étrange, exotique, mystérieux, impénétrable et vaguement hostile. Comme si l'islam de France était un débris, un morceau de l'islam mondial qui est incrusté en France. Donc, cela suppose dans ce discours, qui est le discours d'une partie des élites, que l'islam, dans l'esprit de ce discours, l'islam n'est pas considéré a priori comme un des ingrédients de l'identité nationale française, de l'histoire française, de la sociologie française. Ça reste un élément extérieur, c'est-à-dire que dans le filigrane de ce discours, les musulmans sont parmi nous, mais pas avec nous. Et ça se traduit par une sur-islamisation des faits d'actualité ayant peu ou prou un rapport avec l'islam. D'où le recours aux spécialistes de la théologie musulmane pour traiter de phénomènes sociaux, lesquels, s'ils avaient concerné les acteurs d'une toute autre religion, n'auraient jamais fait l'objet d'une approche religieuse. Il ne serait venu, il ne viendrait à personne d'aller expliquer les comportements, même d'un intégriste catholique ou juif, en faisant venir des spécialistes de l'Institut catholique ou des spécialistes en théologie judaïque. On ne l'aurait jamais fait, on aurait trouvé ça comme totalement, au mieux surréaliste, au pire évidemment complètement déplacé. Alors me diriez-vous, pourquoi cette approche particulière, singulière de l'islam? Évidemment, il faut totalement écarter l'idée d'une intention malveillante, ce serait trop facile, malveillante vis-à-vis des musulmans et de l'islam. En fait, cette distorsion, ce que je considère comme une distorsion, ne vient pas d'un défaut de culture religieuse, mais il vient d'une, je ne dirais même pas d'une méconnaissance, mais d'une occultation d'une partie de l'histoire de France. Je m'explique. Une des antiennes qu'on répond régulièrement, c'est que l'islam a des problèmes en France, parce que l'islam est le dernier venu, c'est une religion récente, donc vous comprenez, il ne s'est pas encore acclimaté, donc les musulmans doivent encore, pendant une génération, se préparer, et la société aussi, pour que ça peut paraître comme totalement sain, logique comme raisonnement. En fait, c'est un raisonnement totalement faux, puisque, et c'est là où je mets le doigt sur ce que j'appelle l'occultation.
l'islam, les musulmans font partie de la République française depuis février, excusez-moi d'être un peu pédant, février 1848. Qu'est-ce qui se passe en février 1848? On proclame la Deuxième République. Et la Deuxième République stipule dans sa constitution que le territoire algérien est désormais une partie intégrante de la République, une et indivisible. Ça veut dire que les 3 millions de musulmans qui vivaient à l'époque dans la colonie qui était l'Algérie sont sur le territoire physique, juridique, politique, géopolitique, culturel, linguistique de la République française. 1848. Depuis lors, les musulmans n'ont pas été absents, ne serait-ce qu'un quart d'heure dans l'histoire de la République et de la France. Donc, et c'est là où il y a la subtilité du refoulement et du retour du refoulé, le débat selon lequel peut-on être musulman et français, qui est d'ailleurs une question qui recèle en soi-même la réponse, puisque musulmans et français sont deux univers supposés antinomiques et on demande est-ce qu'on peut marier la carte et le lapin. Donc, ce débat, eh bien, figurez-vous, c'est le plus vieux débat de la République. C'est-à-dire, si on remonte à la presse des années 1880, 90, 1910, 1920, 1930, ce discours et ce débat, ce questionnement, ce discours est permanent. Alors, me direz-vous pourquoi? C'est que, dès la Troisième République, donc 1870, se pose un problème. C'est que les juifs indigènes algériens, je vais être très rapide, je vous rassure, je ne vais pas vous infliger un exposé historique, mais si on veut aller au bout de cette histoire, il faut faire un crochet par l'affaire algérienne. Donc la Troisième République commence par donner la nationalité française sans qu'il l'ait demandé collectivement aux juifs d'Algérie. Elle leur est donnée automatiquement. Mais elle n'est pas donnée aux musulmans algériens qui sont leurs compatriotes, leurs voisins, qui vivent avec eux, ayant la même culture, la différence religieuse près. Donc là, la République fait une option sur laquelle on peut gloser pendant des siècles, mais disons tout de suite, il y a une différence de traitement. Pas seulement en faveur des Juifs, en faveur de tous les immigrants qui vont devenir des colons. Parce que, il faut que vous le sachiez, que la moitié des colons français en Algérie n'étaient pas des Français d'origine. C'était des Maltais, des Siciliens, des Andalous. Et lorsqu'ils arrivaient en Algérie, ils avaient immédiatement droit à la nationalité française. Et leurs enfants, par droit du sol, étaient automatiquement français sans même demander la naturalisation. Ce droit du sol, les Algériens qui étaient chez eux, à l'intérieur de la République, ne pouvaient pas en bénéficier. Donc, dès 1870, se pose pour les républicains éclairés, souvent francs-maçons, fermés par l'humanisme, la question d'un problème de mauvaise conscience. C'est comment justifier que sur le territoire de la République française, une et indivisible, il y ait deux statuts juridiques différents, donc inégaux. Pourquoi les uns sont citoyens sur le territoire de la République et pourquoi les autres font l'objet d'un statut inventé sur mesure, ponctuellement pour eux, celui de sujet français non naturalisé. Sujet français, sujet musulman français non naturalisé. C'est une, par devant une juriste, c'est une monstruosité juridique que la République a inventée spécialement pour l'Algérie. Donc comment justifier cela? Ah, c'est là où une partie de l'orientalisme et de l'ethnographie coloniale vont intervenir pour donner la justification. Ce qu'on a dit, c'est que lorsqu'on a conquis l'Algérie en 1830, dans l'accord de capitulation signé avec le Dey d'Alger, la France s'était engagée à respecter le culte musulman.
Donc la France va tenir parole, elle respecte le culte musulman. Or, ce culte musulman dispose d'un statut personnel qui est antinomique avec le droit de la République. Donc, de deux choses l'une, ou on naturalise en masse les musulmans et on viole le respect du culte musulman, ou on respecte le culte musulman, et dans ce cas-là, les musulmans sont inaptes à devenir des citoyens français puisqu'ils ont un statut musulman antinomique avec le droit de la République. Alors, il y a eu des débats monstrueux entre Gambetta, Jules Ferry, pour dire, écoutez, pourquoi un tel respect du culte alors qu'on n'a pas respecté le territoire, qu'on a conquis des terres, expulsé, divisé, tué? Comment se fait-il que subitement on ait un tel scrupule à respecter le... J'en termine sur ce chapitre que je vous invite à approfondir parce que je suis plus convaincu que jamais que tout le débat sur l'islam aujourd'hui est une continuation de ce débat qui n'a jamais été résolu. Quand il y a eu la loi de 1905, dès qu'elle a été votée en décembre 1905, immédiatement, en temps réel, sur le territoire algérien, la loi a été étendue aux cultes catholiques, protestants et juifs en Algérie. Mais pas pour l'islam. Il y a eu 14 délégations d'oulémas en turban qui sont venues à l'Assemblée nationale demander le bénéfice de la séparation. Et la question a fait l'objet d'un arbitrage au plus haut niveau de l'État français de la République qui a décidé que l'islam ne ferait pas l'objet de la séparation de l'Église, de la loi de séparation de 1905. Et donc c'est assez cocasse aujourd'hui que ceux qui se réclament de ces républicains reprochent à ceux qui descendent des fidèles de l'époque et demandaient la séparation de ne pas respecter les principes de la séparation. Donc, refus d'appliquer la séparation à l'islam, et l'islam est resté une religion d'État de la République française laïque jusqu'au 3 juillet 1962. Jusqu'au 3 juillet 1962. Alors, il y avait des Algériens qui se convertissaient au catholicisme et allaient demander à ce qu'on leur enlève de leur papier d'identité la mention de sujet français musulman. Et il y a un attendu du tribunal de Paris de 1903 qui leur dit ceci. Le tribunal admet que vous vous êtes fait baptiser, que vous êtes chrétien. Mais, tenez-vous bien, écoutez bien ça. Dans l'administration française, le fait d'être musulman ne signifie pas être adepte de la religion de Mahomet. Être musulman en Algérie, c'est un statut juridique, ce n'est pas une religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ethnicisé, presque racialisé, comme diraient les philosophes, hypostasié l'appartenance à l'islam. Ce n'est plus une religion, c'est un statut, c'est une identité quasi nationale. D'où l'opposition, peut-on être musulman et français? L'islam est-il soluble dans la République? Marianne peut-elle se marier avec Mahomet? Et ça continue jusqu'au numéro de l'Express de cette semaine, je l'ai vu ce matin sur une publicité, l'islam face à la République. Donc il n'est pas dans la République, il n'est pas partie intégrante de la République, il est en face de la République, et donc, de certaine manière, il l'a défié. Je pense, je suis convaincu que le fait que l'islam soit encore apparaît comme étant plus qu'une identité, presque un ADN, fait qu'aujourd'hui, même dans certaines émissions, par exemple, il y a des individus qui viennent dénoncer normalement l'assassinat des journalistes, le fanatisme, la misogynie, les intégristes islamiques. Eh bien, on dit, ce sont des musulmans modérés, ce sont des musulmans éclairés, des musulmans laïcs, des musulmans républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exister en dehors de leur islamité. Tout ce qu'ils font est par l'islam. Ce sont des musulmans qui aiment le jazz, ce sont des musulmans agnostiques, mais ils sont d'abord des musulmans. Ils ne peuvent pas échapper, ne peuvent pas sortir, s'affranchir, se dégager de cet islam qui leur a été imposé. Oui, la République française a imposé l'islam comme une identité quasi nationale aux Algériens de l'Algérie française.
Et n'oublions pas que l'islam de France est un islam à 60% algérien. Donc 60% pétri par cette histoire, par sa longue histoire avec la République. Alors, ça pose le problème si le musulman ne peut pas échapper à son islamité, c'est-à-dire que même quand il est hyper critique vis-à-vis de l'islam, ça reste un musulman des Lumières, un musulman voltairien, mais il ne peut pas cesser d'être musulman. Alors, ça nous donne quoi? C'est l'amalgame. Là aussi, vous allez voir les subtilités du psychisme humain. Comment le refoulé se déguise sous divers avatars pour se manifester triomphalement. Quand il y a eu le meurtre, après les assassinats de Mera, notamment ces horribles attaques contre les écoles juives de Toulouse, Nicolas Sarkozy fait un discours qui commence par dire « Je tiens à souligner que ces horreurs ne concernent en rien les musulmans de France qui en sont innocents. » A priori, et dans son esprit, je le crois sincère, il voulait casser, empêcher, tuer dans l'œuf l'amalgame. Mais en fait, c'est cette phrase qui crée l'amalgame. Pourquoi? Parce que dire les musulmans de France sont innocents. Pour innocenter quelqu'un, il faut d'abord faire un procès. Il n'y a pas de déclaration d'innocence sans procès. Ça veut dire qu'après examen, il s'avère que les musulmans français sont innocents. Cette proclamation valide implicitement le fait qu'il était logique de se poser la question. S'ils étaient solidaires, partie prenante ou pas. Après examen implicite, il s'avère qu'ils sont innocents. Résultat calamiteux de cette déclaration de bonne intention, c'est qu'elle valide le fait que ça mérite, que c'est logique de se poser la question. Et ça crée un deuxième problème, c'est que si on innocente une fois, et que c'est valide de se poser la question, ça veut dire qu'à la prochaine attaque, il serait encore valide de se poser la question, pour encore une fois, aussi innocent. Donc c'est cela qui crée l'amalgame. Car si on faisait l'hypothèse comme hypothèse de travail, comme le font les Britanniques, comme hypothèse de travail, essayons d'analyser la dérive des frères Kouachi ou de Koulibaly avec les facteurs qui sont à l'œuvre dans toutes les aventures humaines. La famille, la sociologie, les univers où ils ont grandi, leur fréquentation, leurs amitiés, leurs amours, leurs bagarres, sans faire intervenir l'islam. Vous croyez qu'on ne comprendrait pas, qu'on n'aurait aucune idée de leur dérive et de leur basculement dans la délinquance et le meurtre? Si, bien sûr. Et à mon avis, et c'est ma conviction, c'est parce qu'on sur-islamise et qu'on fait venir la théologie qu'on n'arrive pas à comprendre ni à juguler le problème. Je me souviens quand il y a eu les attentats de Londres, quand 3 jeunes d'origine pakistanaise ont fait exploser les bombes dans le métro, il y avait LCI en France et la BBC en Angleterre, je regardais les deux dans mon bureau. La BBC avait amené immédiatement des experts du terrorisme. La première question, c'était que les dégâts sur le nombre de wagons. Regardez l'approche pragmatique. Ça avait touché, je crois, 2 wagons, et donc ils se disaient, si c'est 2 wagons, on peut supposer que c'est peut-être tel type d'explosif. Parce qu'il y a divers types d'explosifs pour les spécialistes. Donc, vu l'impact, vu le fait qu'on était dans un milieu souterrain, etc., il est fort possible que c'est tel explosif. Si c'est tel explosif, ça suppose qu'il y a une filière semi-mafieuse qui serait passée par-ci, par-là. C'était une discussion assez fascinante. Au même moment, on avait sur notre chaîne un type qui disait, oui, dans la sourate 15, verset je ne sais combien, il était dit, tuez les infidèles partout où vous pouvez les attraper. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui nous renvoie 14 siècles en arrière
pour expliquer les comportements d'aujourd'hui, et d'autres qui travaillaient sur le réel et le concret, sans s'interdire. Évidemment, si on veut rentrer dans l'idéologie d'Al-Qaïda, dans se réclamer des phraséologies, là on entre dans la pensée intégriste, dans la tradition intégriste, les télécoranistes, les filières, les réseaux et les sites internet. Mais il y a en France, à cause de cette histoire algérienne, une sur-islamisation. Et c'est curieux d'ailleurs dans un pays qui se caractérise légitimement d'être un pays laïque et séculier, d'être aussi porté sur la religion dès qu'il s'agit d'islam. Au point que, pour toute laïque qu'elle soit à la République, ce sont nos différents ministres de l'Intérieur qui ont porté sur les fonds baptismaux, c'est le cas de dire, le Conseil musulman de France, tous les conseils musulmans organisés ont été créés dans les bureaux du ministère de l'Intérieur et des cultes. Pourquoi? Parce que jusqu'au 3 juillet 1963, malgré la séparation intervenue en 1905, l'islam était traité au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que d'une certaine manière, on n'est pas sorti du logiciel administratif de l'Algérie, de l'Algérie française. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dernière chose, il y a aussi chez nous, dans le débat intellectuel, ce qu'un éditorialiste américain a appelé des fausses transgressions. Beaucoup de gens chez nous en France vous disent « Ah, on ne peut plus critiquer l'islam. Ça y est, il y a un tabou. Dès que vous l'ouvrez, vous êtes taxé dans l'islamophobie, etc. » Je constate que des gens comme Zemmour et Finkielkraut, par exemple, qui accusaient d'être islamophobes, ça n'a pas empêché d'entrer dans l'Académie française. Zemmour travaille dans 15 médias. Il a eu le prix de l'Assemblée nationale, quand même, pour ses écrits. Je n'ai pas l'impression que c'est un paria. Donc, il y a aussi la peur que si on a peur de minimiser l'importance de l'islam dans ses dérives, alors on vous dit il ne faut pas être irénique. Dans le dernier numéro du Point, Marcel Gaucher dit qu'il faut savoir parler aux musulmans les yeux dans les yeux et fermement. Cela suppose que la société française non musulmane était dans une espèce de mollesse, était timorée, intimidée, pénaude devant les musulmans, et lesquels les musulmans, évidemment, montent sur le grand chevreau, ils rentrent avec leur gros sabot, posent les pieds sur la table. Il faut être ferme, parce que les musulmans apprécient la fermeté. Donc on parle de ses propres compatriotes, de ses propres concitoyens, des gens qui sont dans la rue, qu'on croise dans le métro, dans le café, dans le boulot, dans l'ascenseur, comme s'il s'agissait d'une catégorie anthropologique, étrangère, mystérieuse, qui a une vie secrète à l'intérieur de la vie nationale. Et c'est cela qui nous interroge tous. Et j'arrête mon exposition. Merci.